Les maths sont partout, même dans la ville. Auteur du Monde des réseaux paru chez Odile Jacob, Marc Barthélemy est un spécialiste de la science des villes. Une science difficile de la déceler quand on observe au quotidien ce maelstrom d'embouteillages, de mouvements humains, de flux incessants. Pour ce physicien, il est pourtant possible de comprendre et de décrypter la structure des réseaux qui constituent notre quotidien. On va le découvrir ensemble. Je rappelle, Marc, que vous êtes directeur de recherche à l'Institut de physique théorique de Saclay. Et c'est Romain Gonzalez, à ma droite, journaliste au Point et concepteur de cet événement, qui va échanger tout de suite avec vous. Alors, peut-être que les rangs du public sont un peu plus épars, mais je vous dis, il reste souvent, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la dernière séance, il reste la crème de la crème. Ceux qui s'intéressent vraiment, voilà, les penseurs, les intellectuels. Vous avez qu'à vous auto-applaudir, regardez, regardez. Et souvent, c'est eux qui font le plus de bruit. Bravo, merci pour votre curiosité intellectuelle, et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. C'est à vous, Romain. Merci Boris de cette introduction. Alors effectivement, il reste la crème de la crème et on va commencer par une petite colle pour la crème de la crème. Là, je vais demander à la régie d'envoyer quelque chose qui, à mes yeux, me paraît totalement habitable, mais que je vais demander à Marc Barthélemy peut-être d'interpréter. Est-ce que vous comprenez ce que c'est, Marc Barthélemy, cette formule mathématique ? C'est une colle que je vous pose parce qu'elle est contenue dans l'un de vos articles présents dans Kern. Oui, c'est l'équation de Bellman, c'est pour comprendre la relation entre le revenu et la distance parcourue pour aller travailler, ce genre de choses. Donc c'est ce qu'on appelle du linéaire programming, pour faire peur. Et c'est finalement toute une discussion pour savoir quand est-ce qu'on accepte un job, à partir de quel revenu. Est-ce qu'il y a un seuil ou pas, et est-ce qu'on l'accepte, et on peut discuter sur la distance, c'est-à-dire qu'un job très intéressant, s'il est très loin, est-ce que vous allez l'accepter ? Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, c'était cette discussion entre distance et finalement offre de salaire. Comment les deux se combinent pour donner ce qu'on voit dans les villes, comment les gens se déplacent et à quelle distance. Moi-même résidant à Bordeaux, ayant mon employeur à Paris, on va sous-entendre et donc conclure que mon salaire est très élevé, j'imagine, sans cette formule mathématique. Pourquoi je vous la montre ? En fait, parce qu'elle m'intrigue. Je me demande en regardant ça, est-ce que le comportement humain peut être résumé tout simplement dans une formule mathématique ? C'est une vaste question, Marc Barthélemy, que je vous pose, parce qu'on va voir que dans votre analyse des villes, vous avez tendance à beaucoup l'interroger, la problématiser et articuler la réflexion entre comportement individuel et comportement collectif, ce qui n'est pas du tout pareil. Autant un humain, on a tous notre libre arbitre et on ne peut pas prédire ce qu'une personne spécifique va faire demain, après-demain, etc. En revanche, même si les comportements des gens sont plus ou moins aléatoires, en revanche, on comprend assez bien le comportement des masses. C'est-à-dire que le comportement collectif est assez bien compris. Et bon, il y a une raison mathématique derrière, la plus simple, c'est ce qu'on appelle le théorème central limite, qui dit que finalement, une variable aléatoire, on ne peut pas la prédire. En revanche, quand beaucoup de variables sont agrégées, là, finalement, le désordre disparaît d'une certaine manière et on arrive à comprendre, à grands traits, évidemment, le comportement de grandes masses. Donc, il y a des maths derrière et c'est des probabilités, des statistiques. Et ce théorème est essentiel et c'est ce qui nous permet, finalement, de comprendre le comportement, encore une fois, des foules. Même si le libre arbitre existe, si on a chacun notre liberté, pris dans l'ensemble, on arrive à dire des choses. Comment vous en êtes venu, vous, à étudier la question des villes ? Vous êtes un spécialiste des réseaux, c'est ce qu'évoquait Boris dans votre livre. Comment vous en êtes venu à évoquer cette question spécifique des villes ? Est-ce que vous en aviez marre tout simplement de passer votre vie dans les bouchons à Paris ? Est-ce que c'est ça qui vous a poussé un peu à analyser le pourquoi du comment ? En fait, le point de départ, c'est vrai que j'ai travaillé, j'avais fait un postdoc aux États-Unis dans les années 2000 déjà, donc on avait travaillé sur l'histoire de petits mondes, est-ce que les réseaux sont des petits mondes, etc. Et il y a un type de réseau vraiment spécifique qui, moi, m'a toujours plu, c'est les cartes routières et les cartes des villes. Et ça m'a toujours fasciné. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Je suis toujours resté devant des cartes de villes et regarder ces différents motifs, des villes plus ou moins organisées, rectangulaires, des villes complètement désordonnées. Et donc, je me suis mis à travailler sur ces réseaux. C'est des réseaux un peu particuliers qu'on appelle réseaux spatiaux parce qu'ils sont dans l'espace. Et le réseau Vière, le réseau des rues, est une des illustrations les plus communes. Et
à force de travailler sur ce réseau des rues, j'en suis venu finalement à travailler sur les villes, puisque c'est une composante essentielle. Et je me suis aperçu de fil en aiguille qu'on a de plus en plus de données, ça c'est un point vraiment important, on a de plus en plus de données sur les villes, au-delà du réseau viaire, on a des données sur le comportement des gens, sur les embouteillages évidemment. Et donc de fil en aiguille, j'en suis venu à travailler sur d'autres questions, sur les villes, l'émission de CO2 par exemple, dû au transport, le retard dans les embouteillages et ainsi de suite. Justement, vous évoquez cette question des données. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point elle est centrale pour vous dans votre travail et comment l'explosion et l'hypercroissance de la production de données, notamment les données téléphoniques, vous facilite tout simplement la vie, peut-être vos recherches? Alors, je pense que, en fait, pendant très longtemps, les gens qui faisaient de la théorie sur les villes, c'était les économistes. Il y a eu ce qu'on appelle l'économie urbaine. Alors, il y a des noms célèbres comme Krugman, qui est un des grands noms de l'économie urbaine, faisait beaucoup de théorie, mais sans données. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de résultats très théoriques, beaucoup de résultats de maths, et finalement, très peu de comparaison avec la réalité. Et depuis, finalement, je dirais au moins une dizaine d'années, même un peu plus, on a vraiment vu une explosion de la disponibilité des données sur les villes. Et en particulier, un point très important, c'est la téléphonie mobile. Ça a vraiment été une révolution. Là où les gens faisaient des recensements, par exemple le recensement de population, on pouvait aussi faire des sondages sur où est-ce que vous travaillez, à quelle heure vous y allez. C'est ce genre de données qu'on avait pour comprendre le navettage, comment les gens allaient travailler. Et là, tout d'un coup, on est passé de ces sondages très limités, approximatifs, à une vision quasiment en temps réel des flux urbains. En Et fait. justement, vous, est-ce que vous avez accès à ces données-là téléphonie mobile? Parce que évidemment, quand on dit ça, j'imagine que dans le public, tout le monde se dit, ça y est, à partir du moment où j'allume mon téléphone portable, je suis totalement suivi. C'est un peu ce qui était sorti dans le discours public pendant le Covid et la période post-Covid, où on avait analysé les flux de population énormes entre Paris et la province, et les gens s'étaient rendus compte que ces données-là étaient assez accessibles en fait, au grand public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous y accédez, à quel point ces données sont entre guillemets anonymisées, quel est tout simplement le process peut-être? Alors, moi j'ai travaillé avec pas mal d'opérateurs téléphoniques en France et dans d'autres pays. Les chercheurs, en règle générale, n'ont jamais accès aux data personnelles. C'est-à-dire que vraiment, on a accès à des données qui sont anonymisées par l'opérateur téléphonique. Donc là, Orange, pour ne pas le citer, nous fournissait des données complètement anonymisées. Et ça va plus loin que simplement mettre un numéro à la place du nom. C'est que quand il y a une antenne, parce que c'est souvent par antenne, on regarde combien de gens sont connectés à une antenne. Quand le nombre est inférieur à je ne sais plus combien c'est, 10 de mémoire, ces datas sont supprimées. C'est-à-dire qu'on veut vraiment éviter que s'il n'y a pas assez de gens, par exemple s'il y a 2-3 personnes autour d'une antenne, on pourrait se dire en allant là-bas, etc., je pourrais repérer qui c'est, etc. Donc on supprime les données comme ça à nombre très limité. Et une fois anonymisées, donc c'est essentiellement impossible de retrouver quelqu'un à partir de ces données. C'est vraiment... ou alors il faudrait avoir une bonne raison pour ça. Et encore, ça c'est pas mon job, mais voilà. Donc il n'y a aucune crainte à avoir. On est beaucoup plus anonyme dans ces datas-là que sur Instagram ou n'importe quel réseau social. Justement, vous évoquiez tout à l'heure, il y a quelques minutes, la question de l'économie urbaine, qui a beaucoup analysé, on va dire, l'organisation, la croissance, l'exploitation tout simplement de la ville, sans se servir de beaucoup de données. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à l'économie urbaine? On a préparé cet entretien ensemble, vous avez largement déploré le fait que les décideurs publics et politiques écoutaient beaucoup les économistes et assez peu les mathématiciens et les physiciens. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous dites peut-être qu'ils ne vous comprennent pas quand vous leur montrez ça dans une petite présentation? Non, mais on peut en général se poser la question de la place de la science dans les grandes opérations urbaines. Pour ne pas les citer, la Société du Grand Paris, il y a un comité scientifique qui est composé à 100% d'économistes. Et moi, ce que qui ne sont pas considérés comme scientifiques au sens noble du terme, sciences dures, sciences molles Non, alors attention, je vais pas me faire des copains. Ah ouais, c'est exprès, vous commencez. Il y a des affirmations, il faut affirmer. Je pense que sur un sujet comme la ville, c'est bien d'avoir un peu de diversité, premièrement. Donc pas que 100% d'économistes. Et ça, c'est la première critique, c'est le manque de diversité. Et la deuxième critique, c'est que l'économie a un rapport à la data qui est un peu particulier.
Et c'est finalement assez récent que les économistes s'intéressent aux données, au monde réel. Donc ça, c'est une critique un peu sévère, mais l'économie a fait beaucoup de modèles et de théories sans vraiment tester leurs idées sur des données. Et ça veut dire que grâce aux données, vous pouvez voir que certains de leurs modèles sont obsolètes, battus en brèche par la donnée. C'est ça que vous sous-entendez? Oui, c'est-à-dire que finalement, ce qui avait été fait depuis quelques siècles en physique, qui est on fait un modèle, on fait une théorie, on fait des prédictions, on compare les prédictions à l'expérience ou aux données. Si ça marche, on est content. Si ça ne marche pas, on revient au bureau, on retravaille les modèles et la théorie. Et c'est cet aller-retour finalement entre comparer les prédictions de la théorie Non, mais et ça, c'est la l'expérience. démarche scientifique. Ce que vous dites vraiment, Voilà. c'est que les économistes n'utilisent pas la démarche scientifique de façon classique. Pas tous, non, en effet. En effet, il y a beaucoup disons, d'un jeu intellectuel, parfois difficile. Et il y a quand même le livre de base de l'économie spatiale, écrit par Fujita, Krugman et Venables. Donc Krugman est un prix Nobel, prix de la Fondation Nobel pour l'économie. Il y a 400 pages dans ce livre, il y a 399 pages de calcul. Il y a une page qui mentionne les villes de manière un peu empirique. C'est quand même un réel problème. Et ces calculs, c'est pour faire croire qu'il y a une profondeur scientifique, justement? Moi, je ne suis pas contre les calculs, mais il y a un moment, il faut les comparer à ce qui se passe réellement. Donc on ne peut pas prétendre dire, voilà, j'ai une théorie fantastique, je comprends comment les villes fonctionnent, etc., comment les gens se déplacent. Donc il y a beaucoup de calculs depuis presque le 19e siècle sur la formation d'une ville, la structure d'une ville, quelle agriculture autour d'un centre, etc. Mais donc c'est des idées théoriques très générales, des résultats théoriques très généraux, mais sans jamais une validation propre avec les données. Alors, juste pour ne pas les enfoncer complètement, c'est vrai que les datas sur les villes, c'est relativement récent. Donc c'est vrai qu'à leur décharge, ce n'était pas forcément évident de le faire. Il n'y a aucune loi, selon vous, qui a pu résister au jugement et au regard des âges, aucune loi de croissance, d'organisation de la ville datant peut-être du 19e ou du 20e siècle, qui aujourd'hui est toujours valide? Il y avait un travail incroyable, les gens appellent ça la loi de Zipf, qui est une des plus anciennes, qui regarde la distribution de la taille des villes. C'est-à-dire qu'on peut se demander, dans un pays, par exemple, on a la ville la plus grande, ensuite la deuxième ville la plus grande, et ainsi de suite. Et les gens avaient remarqué, pour faire simple, que la deuxième ville la plus grande est à peu près, en population, est à une population à peu près la moitié de la première. La troisième du tiers à peu près. Bon, la loi de Zipf regarde tous les rangs des villes les plus grandes aux plus petites. Et c'est un résultat d'ailleurs proposé par un physicien, Auerbach, en 1913, et qui a été repris par Zipf après, généralisé. Et ça, c'est quelque chose qui a duré 100 ans en fait, et qui assez récemment, qui avait été discuté beaucoup par des économistes. Un économiste français qui s'appelle Gabet avait proposé un modèle qui permettait de comprendre pourquoi on voyait cette loi et donc comment croissaient les villes. Donc c'est une question importante. C'est qu'est-ce qu'on peut dire de la population des villes? Est-ce que c'est quelque chose qui augmente à coût aléatoire etc. Donc Gabet, un économiste, avait fait ce modèle. Mais même ça, finalement, récemment, on s'est aperçu que quand on mesure plein de pays différents, des époques différentes, ça ne tient pas. Et pourtant, c'est enseigné encore, la loi de Zipf. Justement, on évoquait ça en préparant la table il y a quelques minutes. Ces lois qui s'appliquent potentiellement aux villes sont-elles tout le temps relatives? J'entends par là, est-ce que le contexte culturel et historique des pays dans lesquels ces villes croissent ont tendance à rendre ineptes la plupart des formulations mathématiques? Ça veut dire la croissance d'une ville américaine comme Los Angeles, essentiellement basée sur la prise de la voiture, ne peut pas être la même que la croissance d'une ville comme Paris? Il y a quand même quelques... Ou est-ce qu'il y a vraiment des constantes, on va dire, mondiales? C'est ce que les chercheurs essayent de trouver dans la science des villes. C'est-à-dire que finalement, les particularités des villes, ça, les sociologues, les urbanistes, les architectes sont experts en ça. Ils peuvent parler longtemps d'une ville donnée. Là, le but d'une science des villes, ça serait de comprendre qu'est-ce qui finalement relie toutes ces villes entre elles, quel est leur point commun finalement. Et les villes, finalement, c'est un phénomène qui existe, qui a toujours existé partout.
Et donc il y a des raisons profondes pour lesquelles les villes se constituent, se forment. Alors on parle toujours de l'effet de concentration de gens permet du coup la spécialisation, puisque quand on est tout seul dans son coin, on est obligé de tout faire un petit peu. En revanche, quand on est dans une ville, eh ben, on peut laisser les gens qui savent faire quelque chose très bien. Voilà, on peut se spécialiser. Et du coup, cette concentration spatiale a beaucoup d'avantages et apparu partout. Et donc c'est finalement ce genre de choses qu'on aimerait comprendre dans une science des villes. Alors après, bien sûr, l'évolution d'une ville dépend un petit peu des moyens technologiques. C'est très clair que quand on se déplaçait à cheval, la taille d'une ville n'est pas exactement la même que quand on a un métro, etc. Donc il faut éclairer l'évolution d'une ville par les différents moyens technologiques. Donc, c'est pour ça le développement au 19e siècle de tout un tas de villes n'est pas le même que les villes américaines, essentiellement avec la voiture au 20e siècle, etc. Dans le cadre de votre travail, est-ce que vous faites beaucoup appel à des travaux d'historiens qui vous permettent déjà d'analyser la façon dont sont construites et arrivent à croître les villes? J'entends par là la croissance des premières villes, notamment en Mésopotamie, dans cette partie du monde, le croissant fertile. Est-ce que pour vous, c'est un apport intéressant, ou est-ce que la distance tout simplement historique rend les apprentissages assez peu instructifs de ces villes-là, on va dire des premières villes historiques? Alors, des gens essayent. Moi, j'ai pas essayé. Le problème avec ces anciennes villes, c'est que les données sont très faibles, enfin très peu nombreuses. On a très peu de data, donc c'est difficile du coup de faire un travail un peu quantitatif. Donc c'est vrai que il y a des archéologues qui s'intéressent par exemple au réseau, ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que les datas sont. Donc c'est beaucoup plus simple. On voit récemment, il y a une tendance très forte de numérisation de documents historiques. Donc on arrive quand on a des cartes, par exemple la carte de Cassini pour la France, on a des cartes de Paris assez bonnes qui remontent au moins, disons, on peut commencer au XVIIe siècle à peu près. Donc avec la numérisation de ces données historiques, on arrive à faire de la science. Donc on remonte petit à petit. Moi, du coup, je me suis arrêté vraiment au, disons, XVIIIe siècle. Je n'ai pas encore passé la barrière de 18. Justement, est-ce que c'est pas au XVIIIe siècle qu'on a commencé à problématiser ce qu'on a appelé le problème des 7 ponts de Königsberg, qui est un peu le problème, on va dire, matriciel de l'organisation des villes? Là, j'ai peut-être un peu perdu un peu tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Marc Barthélemy? Königsberg, pour ceux qui ne savent pas, c'est la ville de naissance d'Emmanuel Kant, notamment. Oui. Alors c'est vrai que c'est le point d'intersection entre les villes et les réseaux. Finalement, c'est peut-être un peu la première fois qu'un mathématicien comme Euler se posait la question de un problème qu'il a résolu grâce à la théorie des graphes, alors qu'il se posait une question très simple, qui était que Königsberg a 7 ponts, et donc il se posait une question simple, c'est est-ce que je peux faire une balade dans cette ville en passant une fois par les 7 ponts et en revenant à mon point de départ, mais en passant une seule fois par les ponts. Et ce qu'on appelle un chemin eulérien. Et sans tricher aussi. Je crois qu'on n'avait pas le droit de prendre de barque ou quoi que ce soit. Oui, bien sûr, vraiment en passant par les ponts. Donc ce qu'on appelle un chemin eulérien maintenant sur les graphes. Et on s'est aperçu que cette question qui paraît finalement assez compliquée, on peut, en formalisant ça à l'aide des graphes, donc ça paraît un gros mot comme ça, mais c'est très très simple, avec des nœuds qui représentaient les îles et les liens entre les nœuds qui sont les ponts, on arrive à répondre à cette question très facilement. Donc pour ça, Euler est considéré comme le fondateur de la théorie des graphes. Mais du coup, c'est amusant de constater que finalement, les graphes, c'est quelque chose qui ont été inventés à partir des villes, finalement. Justement, cette théorie des graphes et ce problème des 7 ponts, il a trait au déplacement dans la ville. C'est vraiment un sujet, un enjeu majeur pour vous, j'imagine, de l'analyse des villes. Dans l'aménagement urbain, l'une des grandes questions aujourd'hui, c'est le développement et déploiement de nouveaux moyens de transport, notamment dans le cas du Grand Paris. On a vu la construction actuelle de nombreuses lignes de métro. Est-ce que vous diriez que ces constructions-là et ces processus-là ne sont pas du tout appuyés entre guillemets par la science mathématique? Est-ce qu'au fond on construit des lignes de tramway et de métro là où ça nous arrange, là où le pouvoir politique est plutôt proche de nous quand on s'appelle la Société du Grand Paris? Pourquoi parfois on construit des lignes de métro un peu au milieu de nulle part dans l'Est parisien, par exemple, pour ne citer personne?
Tout est Euh, contenu dans la question. Merci Romain. Non, bah, je peux pas, oui, je peux pas dire le contraire. Encore une fois, le contenu scientifique dans ce genre de grande opération est assez limité. Alors, il y a aussi des enjeux. Hein, faut pas non plus. Moi, je pense que la science dans ces opérations-là devrait être plutôt conseillère. Alors, c'est vrai qu'il y a des enjeux politiques. Il y a un maire qui veut absolument avoir sa station de métro. Bon, ça, c'est des discussions, voilà. Mais je pense qu'on pourrait injecter un peu plus de science. Et d'ailleurs, Mais qu'est-ce que la science apporterait de plus? Parce que ce qui sous-tend, c'est qu'il y aurait une efficience, il y aurait quelque chose ça apporterait un service à valeur ajoutée. non, mais on peut donner un cas très précis. Alors, on est un peu loin de Paris, mais en 2016, il y avait la question de la fermeture des voies sur berge à Paris. Et donc, c'était essentiellement promu par Anne Hidalgo. Mais la question, c'était, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire, on s'est posé longtemps la question, quel va être l'effet de cette fermeture des voies sur berge? Et ce qui était, moi je trouve, terrible, c'est que finalement on avait des simulations qui étaient plutôt à gauche, qui soutenaient le projet d'Hidalgo, qui disaient oh, mais oui, mais ça va très bien se passer, les gens vont m'en prendre la voiture, etc. Et on avait des simulations plutôt à droite, soutenues par Valérie Pécresse, qui montraient que pas du tout, ça va être le fait de fermer les voies sur berge, ça va créer des embouteillages, etc. Et donc typiquement là, je pense que c'est un exemple où la science aurait dû venir et dire, voilà, si vous fermez les voies sur berge, en gros, voilà ce qui va se passer, c'est à vous de décider, c'est vous qui êtes élu, Mais pas ces moi. simulations ne se fondaient pas sur la science, c'est ça que vous sous-entendez? Alors, Parce qu'on dirait que la science arrive et que c'est une loi des reins et qu'elle est équilibrée par essence et qu'elle va expliquer, qu'elle va apporter la lumière. non mais, c'est pour ça qu'on travaille sur ce genre de sujet, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait même pas répondre si oui ou non ça a été bénéfique. C'est-à-dire que là, on parle d'un problème assez simple qui est la fermeture d'un tronçon d'une autoroute urbaine. On ne sait pas répondre. Même les derniers résultats d'Air Paris, etc., ne sont pas concluants. On ne sait pas si oui ou non ça a été une bonne idée. Voilà. Donc, ce que les gens comme moi aimeraient finalement, c'est arriver à un résultat scientifique un peu robuste en disant voilà, si vous faites ça, il y a tant de probabilités que voilà, il se passe ça et ainsi de suite. Et en 2016, on n'était pas capable de le faire. Le but, c'est d'arriver à ce genre de résultat. Ouais. Est-ce que vous auriez envie de vous pencher sur cette question? On parle de temps en temps à Nice d'un possible aménagement, par exemple de la promenade des Anglais, hein, qui est une voie extrêmement passante, qu'on pourrait imaginer peut-être totalement piétonne, qui est un peu comparable, toute proportion gardée, avec les voies sur berge parisiennes. Est-ce que c'est un travail que vous aimeriez entamer, peut-être avec des collectivités, qu'on vous propose pas vraiment pour le moment? Moi, je pense que de toute façon, bien sûr, on pourrait le faire avec plaisir. Il y a un point de blocage vraiment important, c'est l'accès aux données. Et ça, c'est le cas à Paris. Pour Nice, je ne sais pas. Mais on pourra faire des choses intéressantes et scientifiques si on a des données. On peut faire de la théorie. Et c'est pour ça, finalement, beaucoup de boîtes de consultants, etc., avaient fait des calculs sur cette histoire de voies sur berge sur Paris. On peut faire tout un tas de calculs ou de simulations, mais ce n'est pas pour ça que c'est juste, en fait. Donc, Il n'y a pas d'obligation d'open data, de données ouvertes pour les services publics que vous pourriez récupérer? En principe, oui, mais je dois dire qu'en France, c'est un réel problème. L'accès aux données pour les chercheurs est un réel problème. Il y a quelques efforts avec quelques sites d'open data, mais comparé à d'autres pays, bon, les États-Unis sont vraiment très avancés à ce niveau-là, mais même en Europe, on est assez loin derrière un grand nombre de pays et l'accès aux données est un vrai problème. Et si on avait plus de données sur les villes, sur Paris, sur Nice, etc., je pense que même des chercheurs qui ne sont pas spécialement intéressés par cette ville-là s'empareraient des données, c'est notre matière première quand même, donc s'empareraient des données et essaieraient de voir effectivement s'il se passe ça. Voilà. Moi, j'ai travaillé sur des données londoniennes parce que j'avais des datas d'Oyster, qui est l'espèce de Navigo à Londres, et parce que j'ai pas eu les datas RATP. Donc, donc je connais plein de Cette choses. rétention est culturellement française, où ils ont l'impression d'avoir quelque chose qui peut être valorisé et donc ils ne veulent pas le donner aux... Non, je pense ils en font pas forcément grand-chose. Enfin, ils utilisent en interne, mais c'est un vrai travers français. Il y a à tous les niveaux de ministères, etc. Il y a une rétention de données
Je ne sais pas pour quelle raison, même si on s'engage à faire attention, à ne pas les mettre n'importe où, à raconter n'importe quoi, il y a un vrai blocage et frein sur les données. Aux États-Unis, c'est écrit dans la Constitution que le citoyen a accès aux données. On n'a pas la même chose en France. Du coup, le Census Bureau, par exemple, aux États-Unis, on a accès à tout un tas de données incroyables dans tous les formats possibles, même en braille si on est non-voyant. Donc c'est quand même incroyable. Nous, on en est très, 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 très loin. Alors imaginons que vous ayez accès aux données. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de naïveté de croire que vous allez présenter un modèle robuste sous les auspices de la science, que la science va s'imposer à tous? Ça, c'est le côté peut-être un peu naïf de se dire, alors que vous l'avez dit, il y a eu déjà des simulations qui étaient biaisées à droite ou à gauche. Pourquoi d'un seul coup, étant donné que c'est fondé et que la démarche scientifique sera exposée, on voit que la science, on l'a vu avec le Covid et le reste, enfin, tout est contesté aujourd'hui. Pourquoi ça s'imposerait encore plus à la décision politique? D'où ça tirerait sa légitimité? Même si on entend que c'est lié à la science, mais comme on conteste tout aujourd'hui, il y aura il y aura des biais pour le contester. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Non, mais c'est moi ce qui me désole. Maintenant, on peut faire, disons, la chose nécessaire, à mon avis, pour faire une science des villes, en général d'ailleurs, c'est partir des données et comparer la théorie et les résultats de modèles avec des données. Bon. Après, on est à une époque un peu malheureuse, je trouve, où on conteste même les faits et on n'arrive plus à se mettre d'accord sur les faits et sur les chiffres et les données. Donc même, on a vu ça pendant le Covid, il y a même des gens qui pensaient que les chiffres étaient truqués, etc., que ça n'existait pas, et ainsi de suite. Donc il y a un réel problème, moi qui m'inquiète beaucoup, puisque on peut être en désaccord sur l'interprétation, sur les modèles, mais si on n'est pas d'accord sur les données, ça va être compliqué de discuter, quoi. Une question un peu différente, Marc Barthélemy. Est-ce que on vous reproche parfois, dans votre entourage professionnel ou personnel, de manquer un peu de romantisme et de poésie, d'être le mathématicien de la bande qui veut transformer la ville en une succession d'équations dans laquelle il n'y aurait jamais la place au hasard? Il n'y aurait jamais cette zone grise qu'on peut appeler anarchique, imprévisible de la ville. Ou à l'émotion, le mot de tout à l'heure. Exactement, l'émotion. Et que tout serait donc prévisible et quelque part un petit peu triste dans une ville totalement efficiente? Alors, on m'a déjà fait la remarque, oui, oui, tout à fait. Mes collègues des sciences sociales, certains plus virulents que d'autres, nous traitent un peu de fascistes des nombres, oui. Mais ce que je réponds en général, c'est que on ne va pas décrire toute la ville dans son ensemble par des équations. On en est loin, en fait. Je pense qu'on peut s'intéresser à certains aspects. C'est ce que j'essaye de faire. Donc, nous, on essaie de comprendre, par exemple, est-ce qu'on peut quantifier l'émission de CO2 par le transport en fonction de la population, par exemple, une question simple. Ou une autre question simple, c'est finalement, j'ai une ville, une certaine population, quel va être le pourcentage de gens qui vont prendre la voiture? Voilà, c'est des questions assez simples, utiles, je pense, et qui sont loin de réduire la ville à juste certains aspects très spécifiques de la ville, mais c'est pas toute la ville dans son ensemble. Contrairement à ce que, alors il y a une autre partie de scientifiques dont je ne fais pas partie, c'est qui essaie de fabriquer des jumeaux numériques, c'est-à-dire des espèces de répliques à l'identique de villes. Alors on peut discuter de ça, mais là c'est vraiment un autre point de vue, où là on essaye de décrire la ville dans sa globalité. Moi je pense pas ça, je pense qu'on peut faire certaines mesures, on peut essayer de les comprendre, on voit des régularités statistiques, d'où ça vient, quel est le mécanisme important, et comment on peut jouer, une fois qu'on a compris par exemple ce qui contrôle les émissions de CO2 dans une ville, on peut peut-être se dire, ah ben voilà les 3-4 ingrédients sur lesquels on peut jouer si on veut réduire ces émissions. Voilà. Mais vu la masse de paramètres qu'il faudrait pour tout mettre en équation, est-ce que vous n'êtes pas obligé de bloquer 2-3 paramètres, de dire toutes choses étant égales par ailleurs, et d'avoir des modèles qui sont un peu bancals, puisque c'est difficile de mettre la vie et la ville en équation? Alors, en fait, l'idée, ça vient un peu de la physique, c'est que les systèmes physiques, quand on y pense, je sais pas, il suffit de regarder, je sais pas, un courant électrique qui passe dans un fil de cuivre. Si on commence à s'intéresser à tous les détails, on n'y arrivera jamais. Donc, on peut commencer à se dire, ah ben voilà, il y a tous les atomes dans mon fil de cuivre. Ensuite, il y a des impuretés. Les électrons, il y en a des milliards et des milliards qui passent. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, en fait, ce n'est pas du tout comme ça qu'on a procédé. On s'est aperçu que dans beaucoup de systèmes physiques, beaucoup de détails ne sont pas importants et on peut regarder les choses d'un peu loin et les décrire de manière un peu macroscopique. Donc l'électricité, c'est la loi d'Ohm, on relie le voltage. C'est la focale etc. qui compte, en fait. Voilà, donc on peut, de loin, on sait qu'un certain nombre de choses, alors ça
c'est des résultats importants de la physique statistique et théorique des années 70-80. On sait qu'à une certaine distance, disons à l'échelle macroscopique, il n'y a que très peu d'ingrédients qui sont pertinents. Il y a beaucoup de détails qui se perdent une fois qu'on regarde de loin. Et ce qu'il faut finalement, et ça, il n'y a pas de recette miracle, mais ce qu'il faut, c'est arriver à capter ces ingrédients pertinents qui gouvernent le comportement macroscopique. Et ça, on l'entend à l'échelle physique et du courant électrique, dans votre exemple, mais comment on hiérarchise et comment on choisit à l'échelle d'une ville? Il y a un petit peu on a un petit peu d'expérience. On sait que les paramètres pertinents, en général, sont les interactions. Pour prendre un exemple simple, on peut par exemple décrire tout ce qu'on veut sur la molécule H2O. On peut connaître parfaitement la molécule H2O. Si on ne décrit pas les interactions entre molécules, on n'arrivera jamais, quelle que soit la simulation, quels que soient les calculs, à montrer qu'à 0 degré, à pression ambiante, on forme un cristal de glace. C'est-à-dire que tout d'un coup, ces milliards et milliards de molécules d'H2O se mettent comme des petits soldats à leur place et forment un joli cristal. Ça, c'est un comportement, une transition de phase, comme on dit en physique, qu'on voit à 0 degré. Et on ne peut pas la comprendre si on ne prend pas en compte les interactions. Donc on a un certain nombre, disons, d'habitudes depuis maintenant 30-40 ans en physique sur quels sont les ingrédients à prendre en compte. Et en particulier, les interactions, on sait que c'est fondamental. Donc un bon modèle sans interaction ne marchera pas, quoi. Est-ce que vous avez une opinion au sujet de la multiplication des villes dites entre guillemets intelligentes? On voit que l'un des exemples typiques, c'est cette ville en Corée du Sud qui s'appelle Songdo dans mes souvenirs, qui a été bâtie entre guillemets sur une masse de données disponibles et une collaboration avec des scientifiques, peut-être des sciences dites un peu plus dures. Ce sont des villes entre guillemets aujourd'hui qu'on critique beaucoup pour leur en fait inefficience dans les faits. On se dit ah ben avoir quadrillé la ville comme dans un jeu vidéo, en fait ça ne permet pas de créer des lieux de vie, d'avoir des transports très efficaces. Est-ce que vous avez un regard là-dessus sur ces villes-là, qu'on voit aussi germer aujourd'hui, peut-être dans les pays du Golfe? Alors, tout d'abord, je pense que oui, il y a tout un tas de données qui sont inutiles. C'est-à-dire on peut mesurer précisément la consommation d'eau par jour, par habitant, etc. On peut faire tout un tas de mesures comme ça. C'est pas forcément très utile et intéressant, même pour les scientifiques, hein. Donc il faut faire un petit peu gaffe. Des données, oui, mais lesquelles c'est pas la quantité finalement qui fait la qualité, en l'occurrence. Alors c'est bien quand on a des bonnes données, on aime bien en avoir en grande masse parce que c'est ça qui fait une bonne statistique. Mais mesurer tout et n'importe quoi, ça n'a pas un grand intérêt. En plus, il y a quand même une grande histoire des villes idéales, c'est-à-dire que entre les cités jardins et même, enfin, il y a une très longue histoire de gens qui ont pensé qu'est-ce que serait la ville fantastique, et à chaque fois ça a été compliqué quand même. À chaque fois, ça a été plus ou moins des échecs. On peut penser par exemple à des architectes qui avaient des idées dogmatiques très fortes, comme Le Corbusier, par exemple, les Brasilia ou ce genre de choses, qui avaient des idées extrêmement rigides sur ce que devait être une ville. Et à mon sens, alors c'est marrant parce que ça a été vérifié un peu empiriquement récemment, il y a Jane Jacobs dans les années 60, qui était un peu un électron libre parmi les urbanistes américains, avait donné 3-4 critères, elle s'était interrogée sur qu'est-ce qui fait qu'une ville est agréable. Et donc, elle avait donné en gros 4 critères de ce qui fait qu'un quartier est agréable. Donc, il fallait que il y ait une forte densité, une grande diversité des immeubles, des blocs assez petits, une grande diversité dans les modes d'utilisation. Il fallait qu'il y ait des vies différentes à différentes heures. Et ça, finalement, c'est règles assez simples qu'on a pu vérifier empiriquement récemment en combinant différentes sources de données venant de différentes plateformes. C'est finalement une recette qui n'est pas tellement appliquée, quoi. Et les gens continuent à réfléchir, à penser une ville un peu idéale, comme on pouvait le faire au 19e siècle, en disant voilà, on va avoir un quartier d'affaires, de travail, on va avoir un quartier résidentiel, on va avoir un quartier, voilà, et ainsi de suite. Ça sont des idées qui vont un peu contre, finalement, un des principes qu'on a vu quand même sur ces 2-3 derniers siècles, qui est l'auto-organisation, et qu'il y a une forme de désordre un peu inhérent à la constitution d'une ville, et que finalement les plans rigides, en général, c'est pas une très bonne idée. Et pour paraphraser Giovanni Fusco, qui était notre invité tout à l'heure, comment on remet de l'humain dans tout ça? Moi, je pense, alors c'est un peu en dehors de mon champ de compétences, mais je pense qu'il faut laisser un petit peu le libre cours à un caractère un peu organique, c'est-à-dire que le top-down des décisions qui viennent d'en haut et justement sont un peu rigides. Je pense que ça, c'est un réel problème, et on voit bien dans les grandes opérations.
À Paris, il y a eu les villes nouvelles, on peut imaginer les grands ensembles, on peut parler des grands ensembles, etc. Tout ça, ça a quand même raté parce que finalement, il n'y avait pas tellement d'expressions qui venaient d'en bas. Donc, une forme d'auto-organisation et un peu de désordre, je pense que c'est nécessaire pour une ville plus agréable, en tout cas. J'espère que les décideurs de l'Éco-Vallée qui sont présents dans la salle, qui est donc cet énorme établissement public d'aménagement, vous écouteront, vu qu'on parle quand même d'un aménagement assez important de l'espace niçois. Moi, j'ai une question qui n'a aucun rapport avant de placer le micro dans la salle. Je vous ai écouté avec Étienne Klein il y a quelques années chez France Culture, dans la conversation scientifique. Vous évoquiez la question des réseaux et à un moment avec Étienne Klein, vous avez parlé de la vaccination. Vous avez notamment évoqué l'importance de détecter de manière assez précoce des super contaminateurs. Ce qui m'a fait un peu tiquer, c'est que vous évoquiez ça en 2016, donc quelques années avant le Covid. Je voulais savoir si vous pouviez nous en parler et si vous vous êtes dit pendant la pandémie de Covid, peut-être qu'on aurait dû aussi un peu écouter les mathématiciens et les physiciens. En fait, moi, j'avais fait un petit peu à la suite des réseaux, justement, pas mal d'épidémiologie théorique. Et du coup, on avait même proposé un modèle qui est utilisé à l'heure actuelle de propagation de pandémie. Donc, on avait réfléchi comment les pandémies se propageaient. Alors, évidemment, le point important, c'est le réseau des lignes aériennes. Hein, donc, ça, on le sait bien. Mais déjà, à l'époque, alors c'était en fait à l'époque de la grippe aviaire qui a eu un sursaut. Alors, c'était pas finalement Roselyne Bachelot, à l'époque, ministre de la Santé, avait acheté beaucoup de vaccins et finalement, le virus n'était pas méchant, mais c'était déjà à cette époque-là et avant que tout le monde alertait sur la possibilité d'une propagation d'une épidémie qui pourrait être très méchante. Et ce risque existe toujours, hein, c'est très clair. Et il y a beaucoup de raisons pour ça, hein, la déforestation, le contact entre des animaux et humains, etc. Et il faut comprendre que tous ces réseaux, alors entre villes, comme les lignes aériennes, mais aussi d'autres modes de transport, et puis intra-ville et la densité qu'on a, sont des facteurs très favorables pour la propagation d'épidémies. Et d'ailleurs, un peu pour prolonger votre question, c'est vrai que comment une épidémie se propage dans une grande ville dense, ça reste un point de recherche pas clair. Il y a encore des choses théoriques qu'on ne comprend pas très bien. Ce que vous me disiez juste avant, c'est que nous, on a décidé de fermer de manière extrêmement précipitée, entre guillemets, ou du moins dans l'urgence, les restaurants, les cafés, etc. Parce qu'on ne savait pas, au fond, quels étaient vraiment ces lieux d'hypercontamination. Est-ce qu'aujourd'hui, on le sait ou est-ce qu'on ne le sait pas vraiment? Est-ce qu'on l'a fait un peu, entre guillemets, au doigt mouillé, en étant assez radicaux en France, notamment dans les fermetures de lieux publics? Alors, en fait, il y a eu un papier en 2020 assez important qui a regardé des traces téléphoniques, plusieurs milliards de traces téléphoniques dans les villes américaines. Et ce papier montrait très très clairement, alors c'était utiliser les traces, regarder où les gens finalement habitaient, où est-ce qu'ils allaient travailler, etc. Et mettre un petit modèle d'épidémio dessus. Donc faire une espèce de simulation à partir des mouvements réels des individus. Et ça, c'était sur les villes américaines. Et le résultat de ce papier de 2020, c'est que les points, les hubs où se faisait la contamination dans ces villes américaines, c'était les salles de sport, les restaurants et ce genre d'endroits. Et ça a quand même entraîné finalement dans le monde entier une vague qui était, allez, on ferme les restos, on ferme les bars, les salles de sport, etc. Et on peut se poser des questions, c'est-à-dire que c'était très finalement... je ne sais pas comment le dire, mais la transposition de cette étude à tout un tas de villes pose question. C'est-à-dire qu'on aurait pu se poser des questions sur mais la forme urbaine, la structure des villes, les réseaux de transport, etc., peuvent avoir une influence. Quelle influence ça va avoir, etc. Ça, c'est des questions qui restent complètement ouvertes. Et là, c'était vraiment à gros traits, à partir de cette étude américaine, qu'on a pris ces décisions. Bon, dans l'urgence, que je comprends, hein, et ce sont des résultats qui ne sont pas délirants, par ailleurs. Hein. Mais c'est là où on voit que, justement, combiner les datas et de la théorie et des simulations peut nous aider à faire une espèce de trouver des stratégies d'arrêt d'épidémies un peu malignes et idéalement même adaptées à la ville. Merci beaucoup Marc Barthélémy, on vous applaudit. Merci pour... Et on va faire circuler un micro. Voilà. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention Marc Barthélémy et je le remercie pour ce bel exposé. Et je pense que les points de convergence sont nombreux, hein, en dépit des apparences. Peut-être le titre de l'intervention portait un peu plus sur la mathématisation
Mais ce que les physiciens ont apporté dans la recherche urbaine est plutôt le rapport à la data. Et cette habitude de faire du va-et-vient. Donc, de ce que j'ai compris également, la reproche qui était formulée vis-à-vis des collègues économistes, c'était d'avoir peut-être mathématisé un peu trop tôt, sans suffisamment de va-et-vient avec la data. Et cette nouvelle science des villes est partagée par beaucoup de collègues dans différentes disciplines. On a parlé des économistes et des physiciens, mais il y a également des sociologues, des géographes, des anthropologues. La psychologie environnementale aussi est extrêmement importante pour avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe dans les villes aujourd'hui. Et ce qui se passe dans les villes aujourd'hui, comme justement ce rappel à Jane Jacobs nous dit, c'est la complexité et la nécessité d'avoir une vision globale, peut-être une vision approximative, incertaine, des ordres de grandeur, la compréhension des points clés du système, et ça pourrait être déjà suffisante pour la prise de décision. On n'a pas besoin forcément de la précision au décimal près pour l'aide à la décision, c'est plutôt une vision d'ensemble. Et là, je pense qu'on peut converger beaucoup également avec des discussions plus holistiques sur la question des formes urbaines, des patterns, etc. Parce que ça se relie après à ces questions de fonctionnement de systèmes complexes à travers les échelles, les auto-organisations émergentes et comment on peut seconder ces auto-organisations et pas les entraver de cette manière top-down avec cette vision trop stricte d'un grand visionnaire qui aurait la toute dernière trouvée pour la ville de demain. Voilà, je voulais m'arrêter à ça, mais peut-être une réflexion de la part de Marc Barthélémy sur ces observations. Non, je suis tout à fait d'accord, mais on n'en est pas. Je voudrais simplement préciser qu'on est, dans beaucoup de cas, on est loin de la décimale près. On est juste à grands traits. L'exemple des voies sur berge de Paris montre qu'il y a un problème, même sur un problème bien posé, très clair, qui était quel va être l'effet sur le trafic de la fermeture d'une portion d'autoroute urbaine. Je pense qu'au stade de nos connaissances et de la modélisation, etc., on n'est pas capable de répondre proprement. Et c'est même pas, je ne parle même pas de combien de pourcents, etc., pas à la marge, c'est vraiment quel va être l'effet sur quelques années, par exemple. Question assez simple. Donc c'est ça qui me... je vois certains collègues, etc., alors il y a des grandes modes, on va tout simuler, des villes, tous les aspects de villes, etc. Il y a des villes comme Singapour, par exemple, qui aiment bien ça, qui ont plein de données, etc. Mais je pense que c'est un peu dangereux parce que même sur des questions très simples, on n'est pas capable de répondre vraiment clairement. Donc, et là, c'est pas du, voilà, on n'est pas à discuter de la virgule. C'est vraiment quel va être l'effet. Écoutez, merci encore Marc Barthélémy. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez applaudir Marc. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cette 4e édition s'achève. On vous donne rendez-vous avec plaisir l'année prochaine. Le mot de la fin pour Romain Gonzalez ? Je te le laisse. Merci encore à vous. À bientôt. Juste dédicace quand même de Marc Barthélémy tout de suite. Ah non, pas de dédicace de Marc Barthélémy qu'on renvoie dans un avion tout de suite. Pardon, Marc. Alors pardon de cette fausse promesse. À bientôt, à l'année prochaine. Merci beaucoup.